La vigne fait de la résistance, c'est le sujet du jour de Science on Tourne. Et pour développer ce sujet, je vous propose de rencontrer Monsieur Didier Merdinoglu, directeur de recherche à l'INRA et responsable de l'équipe génétique et amélioration de la vigne. L'INRA, c'est quoi? C'est l'Institut national de la recherche agronomique. Et aujourd'hui, ça se passe à Colmar. Bonjour Monsieur Merdinoglu. Bonjour madame, suivez-moi. D'accord. Nous sommes ici sur le site de l'INRA de Colmar où l'on travaille sur la vigne et en particulier sur la résistance de la vigne aux maladies. La réduction de l'utilisation des pesticides et en particulier des fongicides est un enjeu majeur en viticulture. La viticulture utilisant de grandes quantités de fongicides, près de 20% des fongicides utilisés en agriculture pour seulement 3% des surfaces agricoles. Alors, même si ces fongicides constituent un problème à la fois économique, parce qu'elles ont un coût, mais également un problème environnemental, voire même sur la santé humaine des personnes qui appliquent ces fongicides, ils sont quand même utiles puisque ici, nous voyons une variété classique, traditionnelle, utilisée dans le vignoble bordelais, le merlot, qui est cultivé en l'absence de ces traitements. Et l'on voit très clairement sur ces plantes des symptômes importants d'une maladie qui est extrêmement fréquente en viticulture, l'oïdium, qui, hormis le fait que le feuillage est en partie détruit, fait que la plante ne produit plus aucun raisin, ou très peu en tout cas. Pour répondre à cet enjeu et arriver à utiliser beaucoup moins de fongicides, ce que l'on développe ici, ce sont des variétés résistantes qui, comme on le voit ici sur cette variété, une future variété, peuvent être cultivées avec très peu de fongicides. Ici, cette parcelle a été cultivée sans fongicides et pour autant produit du raisin en quantité tout à fait normale. Afin d'arriver à ce résultat, il va falloir aller chercher les gènes de résistance qui confèrent cette protection vis-à-vis du mildiou et l'oïdium dans des vignes sauvages d'origine américaine ou asiatique, car toutes les variétés traditionnelles que l'on cultive en France sont sensibles à ces deux maladies. C'est ce que je vous propose d'aller voir dans la collection ampélographique. Nous voici dans ce qu'on appelle la collection ampélographique. Une collection ampélographique, c'est tout simplement une collection botanique de vignes. Et donc, quand ce sont des vignes, on appelle ça collection ampélographique. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est quelques exemples d'espèces sauvages qui constituent ces sources de résistance dont je vous ai parlé. Alors ici, on a une espèce d'origine asiatique, qui s'appelle Vitis coignetier, qui, comme vous le voyez, a un faciès tout à fait étonnant, avec des grandes feuilles, et assez éloigné finalement des vignes cultivées que l'on connaît. On voit également que les grappes sont différentes des grappes des vignes cultivées, puisque les baies sont extrêmement petites, les grappes sont aussi de taille réduite, et cette espèce donc d'origine asiatique a aussi pour particularité d'être extrêmement précoce. Donc là, les baies sont quasiment mûres, même depuis un certain temps, alors qu'on est début septembre. Voici une espèce d'origine nord-américaine que l'on appelle Vitis estivalis, qui également ici est cultivée sans aucun traitement phytosanitaire. Donc vous voyez ces grandes feuilles qui sont tout à fait saines malgré l'absence de traitement anti-mildiou et anti-oïdium. Et là encore, hormis ce caractère foliaire qui est extrêmement différent des vignes cultivées, bien on voit que les grappes sont de taille réduite et donc impropres à la production de vins de haute qualité, bien évidemment. Voici une autre espèce d'origine asiatique que l'on appelle Vitis amurensis, qui
qui pousse sur les bords du fleuve Amour, à la frontière entre la Russie et la Chine. Et donc là encore, on a des formes de feuilles tout à fait inhabituelles pour des vignes et également des grappes qui ont des tailles qui sont bien plus réduites que les tailles des grappes des vignes cultivées et des baies qui sont également extrêmement petites. Voici une autre espèce que l'on appelle Muscadinia rotondifolia, qui est également apparentée à la vigne cultivée, que l'on peut croiser difficilement, mais que l'on peut croiser avec de la vigne cultivée. Elle est originaire de Floride, donc c'est une espèce avec un mode de vie plutôt tropical. Sa particularité, c'est qu'elle renferme un très grand nombre de facteurs de résistance, à la fois au mildiou, à l'oïdium, mais également à d'autres maladies de la vigne, comme le phylloxéra. Elles ont toutes des défauts sur le plan cultural et œnologique qu'il va falloir les croiser. D'une part, tout d'abord pour connaître quels sont les facteurs qui confèrent la résistance, donc connaître les gènes de résistance. Alors toutes ces vignes sauvages d'origine américaine et asiatique sont évidemment très intéressantes pour leur résistance, qu'elles peuvent conférer à la vigne cultivée. Simplement, en elles-mêmes, elles sont pas adaptées du tout du point de vue agronomique et œnologique pour faire des vins de qualité. Donc il va falloir, d'une part, dans un premier temps, essayer de connaître les facteurs génétiques, les gènes qui sont à l'origine de leur résistance, et pour ensuite pouvoir les croiser et les utiliser comme source de résistance pour améliorer la vigne cultivée. Je vous propose maintenant d'aller voir comment on réalise un croisement. La vigne est une plante le plus souvent hermaphrodite, c'est-à-dire que les fleurs possèdent à la fois les organes mâles et femelles. Et donc pour réaliser un croisement, il va falloir choisir la plante que l'on va utiliser comme mère et celle que l'on va utiliser comme père. Pour la mère, eh bien, il va falloir retirer l'ensemble des organes mâles, des étamines. C'est une opération qu'on appelle castration. Et ces fleurs castrées vont être ensuite pollinisées avec le pollen de la plante qu'on va utiliser comme père. Ensuite, il va se passer tout à fait naturellement une fécondation croisée entre ce père et cette mère. Et à l'issue de la fécondation, la baie de raisin va se développer. Ici, un exemple de grappe qui est issu d'un croisement que l'on a ensaché pour repérer, pour protéger des dégâts. Et à partir de cette grappe, on va donc récolter les baies, extraire les pépins. De ces pépins seront issus des plantules qui seront elles-mêmes issues du croisement entre le père et la mère que l'on aura choisi. Une fois le croisement réalisé, on récolte à maturité les baies issues du croisement, puis on extrait les pépins. Ensuite, les pépins sont conservés, puis semés pour générer de nouvelles plantules qui seront donc issues de ce croisement. Nous sommes ici dans la serre dans laquelle sont élevées les plantes issues des croisements que l'on a réalisés avec les espèces sauvages. Et c'est sur ces plantes que seront réalisées les analyses génétiques. Donc pour faire une analyse génétique de vigne, je vais devoir extraire l'ADN des feuilles. Donc la première étape sera le broyage que je réalise avec de l'azote liquide afin de pulvériser la feuille en poudre de façon à rendre les cellules accessibles. Ensuite, une fois la poudre récupérée dans un tube, j'ajouterai différents tampons d'extraction qui permettront justement de libérer la totalité du contenu cellulaire. Je procéderai à différentes étapes de purification, de dilution, jusqu'à ce que j'obtienne en finalité de l'ADN pur et propre dans un petit volume. Donc cet appareil est un séquenceur, mais également utilisé comme analyseur de fragments. Donc l'ADN qu'on a précédemment extrait va être amplifié par une technique qu'on appelle la PCR, et cette machine permet de faire en fait des migrations grâce à des capillaires. Donc vous voyez peut-être les petites aiguilles à l'intérieur de la machine qui permettent de prélever 8 échantillons et de faire une analyse simultanée des 8 échantillons. Donc je vais vous montrer le résultat de l'analyse sur l'ordinateur qui est couplé à cette machine.
vous obtenez des pics de différentes couleurs et de différentes tailles qui correspondent aux fragments d'ADN que nous avons amplifiés précédemment et qui vont devenir des marqueurs génétiques puisqu'ils permettront d'identifier différents gènes. On peut avoir 2 pics qui vont correspondre à 2 petits morceaux d'ADN amplifiés pour un même gène et qui correspondront à 2 formes alléliques de ce gène. Sur cette représentation, nous pouvons visualiser 2 gènes différents, amplifiés avec des marqueurs génétiques de couleurs différentes. Le premier, pour lequel on obtient 2 allèles autour de 100-120 paires de bases, et pour celui-ci, un autre gène qui est amplifié avec 2 allèles avec des tailles inférieures à 200 paires de bases. Les populations que l'on a vues en serre, les populations donc issues de croisement, sont ensuite analysées pour leur niveau de résistance. Et l'on voit ici le résultat d'un test de résistance. Pour chacune des plantes, des disques foliaires ont été réalisés et ensuite ils ont été inoculés avec une suspension de spores de mildiou. Et ici on voit très bien le résultat de l'inoculation sur une plante résistante où on ne voit aucun développement de maladie. A l'inverse, ici nous avons une plante sensible sur laquelle on voit une forte sporulation de spores de mildiou. Les résultats de l'analyse génétique et du niveau de résistance de la population issue de croisement est synthétisé dans cette carte génétique qui représente les chromosomes de la vigne et sur lesquels sont représentées différentes régions, ici ces ellipses, qui en fait sont les régions qui renferment ces gènes de résistance. Donc cette carte génétique sert d'une part à localiser sur le génome les facteurs de résistance ici au mildiou et d'autre part permet d'identifier des marqueurs moléculaires qui vont permettre de suivre ces facteurs de résistance dans les croisements et dans la fabrication des variétés. Ces marqueurs moléculaires vont servir à suivre la présence des gènes de résistance que l'on souhaite introduire dans les variétés. Ici, cette figure représente une succession de croisements dans lesquels on a voulu introduire la résistance issue de Muscadinia rotundifolia dans un fonds génétique de vigne cultivée en recroisant cette espèce par différentes variétés de vignes cultivées. Donc on a récupéré un gène de résistance à l'oïdium et un gène de résistance au mildiou, qu'on appelle ici RPV1 et RUN1. Puis cette source de résistance a été de nouveau croisée avec d'autres sources de résistance pour accumuler plusieurs gènes de résistance à l'oïdium et au mildiou. Ici, dans les variétés les plus abouties, 3 gènes de résistance au mildiou et 3 gènes de résistance à l'oïdium. Une fois que les croisements finaux ayant abouti à ces variétés candidates cumulant plusieurs gènes de résistance, il faut encore les évaluer. Alors, tout d'abord, dans une première étape qu'on appelle sélection précoce, qui vise tout simplement à vérifier que les gènes que l'on souhaitait introduire sont bien présents. Ensuite, les plantes qui répondent aux critères que l'on s'est fixés sont multipliées et implantées dans une première expérimentation au vignoble que l'on appelle sélection intermédiaire, sur lequel seront observés tous les caractères culturaux et agronomiques, mais sur lequel seront également réalisées des micro-vinifications en vue d'évaluer la qualité du vin issu de ces variétés. Enfin, une dernière étape de la sélection, qu'on appelle sélection finale, va permettre de constituer un dossier permettant l'inscription de la variété au catalogue, c'est-à-dire permettant sa commercialisation. L'ensemble du processus d'évaluation a une durée de 15 ans. Je vous propose maintenant d'aller voir une expérimentation qui illustrera cette sélection intermédiaire. Nous sommes là dans une parcelle de sélection intermédiaire. Cette sélection intermédiaire succède à la sélection précoce qui a permis d'éliminer toutes les plantes ne possédant pas la bonne composition en gènes de résistance vis-à-vis du mildiou
et de l'oïdium. En revanche, la sélection précoce n'a pas permis de, par exemple, éliminer des défauts de développement, des plantes pas suffisamment vigoureuses, comme on le voit ici. Cette plante semble avoir un niveau de résistance tout à fait acceptable, ce qui est normal en vue de par rapport aux résultats de la sélection précoce. En revanche, elle a un développement à la fois foliaire et en termes de fruits insuffisant pour faire une variété suffisamment productive. Ici, en revanche, nous pouvons voir une variété candidate qui possède toutes les caractéristiques pour en faire une future variété, c'est-à-dire qu'elle est résistante au mildiou à l'oïdium et à un niveau de production suffisant. Cette parcelle de sélection intermédiaire étant cultivée sans aucun traitement fongicide, elle permet également de juger de la résistance des vignes que l'on cultive, de ces variétés candidates, vis-à-vis d'autres maladies qui ne sont pas concernées par ces marqueurs permettant d'identifier les résistances au mildiou et à l'oïdium. Donc là, on voit un exemple de plante extrêmement sensible à une maladie qui s'appelle l'anthracnose, qui est également causée par un champignon microscopique. Tout l'enjeu de la sélection précoce et ici de la sélection intermédiaire est d'éliminer toutes les plantes qui possèdent des défauts du point de vue de leur sensibilité aux maladies ou du point de vue de leur développement, pour ne retenir que les plantes qui possèdent un potentiel de production et une résistance aux maladies optimale. Les raisins produits par ces plantes sont également récoltés pour réaliser des micro-vinifications qui vont permettre de faire du vin et ainsi de juger de la qualité des vins produits par ces variétés candidates. Nous sommes ici à la cave de micro-vinification de l'INRA, où nous réalisons des micro-vinifications de 5 à 10 litres. Une fois que les raisins sont récoltés, ils arrivent à la cave et sont pressés sur ces petits pressoirs de 5 litres. Donc une fois pressés, les vins sont ramenés dans cette salle pour réaliser la fermentation alcoolique dans ces petits flacons de 5 litres. Nous avons en cours actuellement plus d'une centaine de micro-vinifications pour ces nouvelles variétés de vignes résistantes. Après les différentes étapes de vinification, les vins sont mis en bouteille et seront dégustés pour apprécier les qualités organoleptiques de ces différentes variétés. Une fois tous ces tests réalisés, seuls les candidats qui possèdent les caractères à la fois culturaux, de résistance aux maladies et de qualité du vin maximale seront retenus pour la dernière étape de sélection qu'on appelle sélection finale, qui va conduire donc ces variétés à l'inscription et donc à la commercialisation. L'ensemble de ce programme illustre l'intégration entre les recherches fondamentales, plus amont, qui par exemple cherchent à déterminer les gènes de résistance, et la partie plus appliquée qui cherche à valoriser ces connaissances à travers la création de variétés utiles à la viticulture. Je vous invite maintenant à poser vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir.